Bienvenue à tous au rendez-vous du 13h. Bonjour, voici le sommaire. Les organisations invitent à une synergie d'action pour une meilleure protection des droits de l'enfant. Des acteurs ciblés sont sensibilisés et formés pour la cause. Les détails à suivre dans ce 13h. Le budget 2023 du ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle est estimé à 129 milliards. Yves Tchabi-Kouaro a décliné quelques actions et défendu son budget devant les députés. On le suit dans ce journal. De nouveaux professeurs agrégés des sciences médicales au CAMES. Ils sont une trentaine d'hommes et de femmes. Suivez dans cette édition les grands moments de la cérémonie de remise des attestations. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé à la clôture des assises du pré-forum de la 11e session du dialogue de haut niveau de l'Union africaine sur le genre. Renforcement de la participation politique de la femme comme antidote au changement anticonstitutionnel du gouvernement. C'est le thème de la rencontre. Les points essentiels ont été retenus pour permettre à la gente féminine de participer activement aux prises de décision dans le gouvernement. Plus de précisions avec Charlène Dovonou. C'est la fin du pré-forum sur le genre organisé par l'Union africaine à Cotonou. À l'issue de ces premières assises, des constats retiennent l'attention sur les conséquences négatives des changements anticonstitutionnels sur les femmes, les personnes en situation de handicap et celles du troisième âge. Nos expertises conjuguées, nous avons dit que les changements anticonstitutionnels de gouvernement perturbent l'évolution de notre développement déjà fragile et nous éloignent des objectifs de développement durable. Nous avons constaté avec consternation que ces changements brusques et répétitifs exacerbent les vulnérabilités, notamment celles des femmes, celles des enfants, des personnes vivant avec un handicap, des personnes du troisième âge. Des stratégies sont ici proposées pour permettre une réelle implication de la femme dans les prises de décision. Vous avez dit, et je suis d'avis avec vous, que la promotion de la masculinité positive en politique et de la pleine participation des femmes aux instances de prise de décision est une condition sine qua non aux stratégies que nous devons mettre en place pour la paix et la sécurité en Afrique. Vous avez aussi insisté sur la nécessité de développer des approches innovantes en vue d'une part de susciter l'engagement et la pleine participation des hommes à la promotion de l'égalité de genre et d'autre part de relever le défi de la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Je voudrais solliciter la Commission de l'Union africaine pour une synthèse qui facilitera les travaux et la prise de décision à nos chefs d'État et de gouvernement. Voilà qui dresse le tapis au 11e dialogue de haut niveau de l'Union africaine, proprement dit. Le rang des professeurs agrégés dans les sciences médicales vient de s'agrandir. Une trentaine d'hommes et femmes de santé qui ont réussi brillamment au 21e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, concours organisé du 7 au 17 novembre dernier à Abidjan. Pour les honorer, les attestations leur ont été remises le lundi 22 novembre dernier. Les précisions avec Charlène Kenjiko Ramatoulawani et Ulvaeus Balogun. Alironou Florence, pédiatrie et génétique médicale. Atolou Gilles, chirurgie générale. Sur 42 candidats béninois au grade de professeur agrégé d'université, 39 ont été déclarés admis au 21e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Parmi eux, 11 majors de promotion. Toute la promotion vous adresse sa gratitude. C'est le lieu de rendre également hommage à tous nos maîtres qui nous ont formés. Le résultat obtenu est le fruit de votre travail et de vos efforts. Que Dieu vous le rende infiniment.
Avec près de 92% de taux de réussite, le Bénin fait figure de proue dans les disciplines telles que la médecine, la pharmacie, l'odontostomatologie, la médecine vétérinaire et les productions animales. C'est la toute première fois que nous avons autant brillé en occupant les premiers rangs dans la majorité des spécialités. Nous nous attellerons à cet effet, à une répartition judicieuse et équilibrée dans cette différente structure, de sorte à ce que chacun de vous puisse disposer de l'espace d'expression suffisant, lui permettant de développer ses talents. En tant que formateur, nos attentes vis-à-vis de vous sont également grandes en matière de formation de professionnels de santé de qualité. Enfin, nous serons également très attentifs à votre contribution dans le domaine de la recherche en santé, levier indispensable pour adresser efficacement les problèmes de santé spécifiques à nos populations et qu'il ne faut pas négliger. Si vous regardez à chaque conseil des ministres, autant de décisions qui sont prises rien que pour le secteur de la santé, parce que le secteur de la santé est un secteur important, très important. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas aussi importants, mais très sensibles et stratégiques. Et le chef de l'État veut vraiment s'assurer que tout ce qui est nécessaire a été mobilisé pour que l'état de la santé de nos populations vraiment se porte mieux. De quoi soutenir l'ambitieux programme d'action du gouvernement dans le secteur de la santé visant à offrir aux populations un meilleur accès aux services sanitaires avec en amont des acteurs de la santé spécialistes dans leur domaine. En bref, dans le but d'enrichir le paysage audiovisuel, l'État béninois et le groupe Canal Plus International ont entrepris de s'associer pour créer une nouvelle chaîne de télévision dénommée A+ Bénin. Cette chaîne proposera une offre de programmes télévisuels de divertissement, de promotion touristique et de rayonnement culturel, tout en contribuant à la dynamique de développement de la production audiovisuelle au Bénin. La signature des documents matérialisant le partenariat s'est déroulée le vendredi 18 novembre dernier entre M. Romuald Wadani, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Mme Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, et M. David Mignot, directeur général Afrique Canal+. La cérémonie de signature a connu la présence de M. Jean-Michel Hervé Abimola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de M. Oswald Omeki, ministre des Sports, de Mme Clémentine Tuganda, directrice des chaînes thématiques de Canal+ International, et de Mme Yacine Alao, directrice générale Canal+ Bénin. Actualité à l'Assemblée nationale à présent dans le cadre de la poursuite des actions de réforme entamées par le ministère de la Justice et de la Législation. 3 nouveaux projets sont inscrits au programme d'investissement. Devant la représentation nationale hier lundi, le ministre Séverin Kenom est allé défendre un budget de 25 milliards. Suivons ici ses explications au micro de Fumé Bassao. Il connaît peut-être une stagnation. Parce qu'il est quasiment au même niveau que celui de l'année dernière, sauf qu'il y a une différence de moins d'1%, 0,85% de moins que l'année dernière. Et ça s'articule autour des 5 programmes que nous gérons au niveau du ministère de la Justice qui concourent à la mise en œuvre de l'action gouvernementale et qui s'insèrent elles-mêmes dans le cadre du programme d'action du gouvernement au titre du quinquennat en cours 2021-2026. Nous voulons pour cette année pouvoir d'un côté améliorer l'accès des justiciables à la justice. Nous travaillons déjà à rapprocher la justice des justiciables avec la création de nouvelles juridictions, mais également améliorer le cadre et les infrastructures dont nous disposons, la rénovation des tribunaux, davantage d'équipements pour ces juridictions, la construction de nouveaux tribunaux, et puis l'autre volet sur lequel nous travaillons, c'est la modernisation du système pénitentiaire qui appelle d'un côté davantage d'humanité dans nos prisons, la rénovation des prisons actuelles, l'extension de celles qui peuvent être étendues et la construction de nouvelles prisons, de prisons modernes et qui répondent aux standards internationaux. Voilà grosso modo ce que j'ai présenté aux députés
et qui, et ma foi, par rapport à l'année dernière, constitue une forme de consécration ou de confirmation de tout ce que nous avons entrepris pour faire de la justice non pas seulement un levier de développement, mais cette institution qui travaille à la paix sociale, à la cohésion nationale. Le projet de budget du ministère de l'Eau et des Mines pour le compte de l'année 2023 connaît un accroissement de 14%. Il s'élève à 85 milliards de francs CFA. Samou Seydou Dambi est allé expliquer aux élus du peuple la pertinence des actions qu'il entend mener en 2023. Essentiellement consacré à l'eau. Vous savez bien, le gouvernement en a fait sa priorité. Et donc, sa volonté de pouvoir donc permettre à chaque citoyen de ce pays d'avoir accès à ce liquide vital. Chaque année, donc, le budget consacré donc à l'eau est en nette progression. L'année dernière, nous étions à 65 milliards. Cette année, nous sommes à environ à 81 milliards. Sur les 85, nous sommes à 81 milliards consacrés essentiellement à l'eau pour montrer en fait la volonté affichée du gouvernement de donner donc l'eau potable à tous les citoyens du Bénin ou qui se trouvent d'ici fin 2024. Sans oublier que la maîtrise de l'eau devient donc une nécessité pour notre pays. Parce que lorsque vous pompez autant d'eau de la nappe, lorsque vous sollicitez autant la nappe, il faut penser également à son renouvellement. Il faut penser également à ce volet qui est consacré donc à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Béninois s'installent et c'est l'eau qu'ils exploitent donc pour pouvoir produire à plein temps. Donc, ce volet également, à travers la gestion intégrée des ressources en eau, a une attention particulière. Et ensemble, avec les partenaires, nous avons décidé donc de lui apporter un plus pour pouvoir permettre à la fois de donner de l'eau potable, mais de maîtriser aussi cette ressource. Pour ce qui concerne donc le volet minier scindé en deux, les hydrocarbures et les mines proprement dites, là également, nous avons expliqué à nos honorables députés que la vision n'a pas changé. C'est également faire participer ces deux sous-secteurs donc à la mobilisation des ressources pour pouvoir renforcer donc ici notre PIB, que ce soit le pétrole à travers le pipeline qui est en construction, mais aussi notre secteur pétrolier. Nous sommes en pourparlers avec les opérateurs pétroliers pour pouvoir donc redémarrer nos blocs, l'exploration, voire même la production courant 2023 d'au moins l'un de ces blocs pour pouvoir commencer par exploiter le pétrole à travers le monde, comme ça se fait partout, mais aussi aller à la recherche du gaz dont on a besoin. Le projet de budget du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle pour 2023 est également en nette augmentation, soit un montant estimé à 189 milliards contre 143 milliards en 2022. Le ministre Yves Tchabikwaro décline ici quelques actions de son département ministériel prévues pour 2023. Principalement, c'est la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nous avons pris toute cette année pour faire les différentes études de faisabilité, d'impact, etc. Et à partir de 2023, ce sera la phase, mettons, pratique. À partir de 2023, les chantiers vont réellement commencer. Évidemment, ce sera le démarrage de la construction des lycées. On verra donc sur les différents sites que nous avons identifiés dans presque toutes les communes, on verra donc surgir donc des immeubles. On verra effectivement donc ces sites-là pris d'assaut par les différents techniciens. Nous avons apprécié les questions et les observations des honorables députés. Et pour l'essentiel, ils ont salué l'effort que fournit le gouvernement et ils sont, comme tous les Béninois, impatients de voir justement la réalisation concrète de ce que nous avons prévu dans la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. L'enfant est le père de l'homme, dit l'adage. La protection des droits de l'enfant reste alors un impératif. Un atelier de renforcement de capacité des différents acteurs s'est tenu dans la commune d'Alada. D'importantes résolutions ont été prises. Gilles Dansou et Jean Nobimé nous font le point. La protection des droits de l'enfant, un enjeu majeur. Une contribution de tous est indispensable. Je voudrais donc à ce titre adresser mes sincères remerciements au facilitateur qui a su recourir à ces ressources profondes pour partager suffisamment d'informations avec les membres du CDPE de l'Atlantique et remercier également la Direction nationale de SOS Village d'enfants du Bénin
à travers la personne du directeur national pour cette initiative qui a été prise pour accompagner les actions de protection de l'enfant dans le département de l'Atlantique. SOS Village d'enfants, depuis 1987, s'est évertué à changer la vie des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale et des enfants qui risquent de la perdre. Aujourd'hui, nous nous occupons de 4500 enfants, des enfants que nous devons prendre en charge, certains à long terme, et nous assurer qu'ils ont des emplois avant qu'ils ne quittent la prise en charge. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs, la partition des uns des autres est la bienvenue. La préfecture d'Alada, lieu de rencontre, y attache beaucoup d'intérêt. Au regard du contexte sociologique et des dynamiques sociales, la protection de l'enfant est constamment confrontée à l'émergence de plusieurs problématiques et est, de ce fait, soumise à une multiplicité d'approches multisectorielles de prévention et de prise en charge. Le tout converge vers une enfance heureuse. Le festival Mia Sanos, tout va se passer en soirée au Carrefour Sainte-Cécile de Cotonou. Du 26 novembre au 3 décembre prochain, le Mia, le festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, repart pour un tour. Et c'est déjà la 7e édition. Les organisateurs sont entrés en campagne médiatique dès le week-end écoulé. Retour dans cet élément sur la conférence de presse d'annonce du festival avec Nicanor Kovi et Bruno Kotekou. Résilience, le mot qui colle le mieux au festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, car après la crise Covid qui l'a presque enterré, le MIA renaît de ses cendres pour une 7e édition déjà à nos portes. Il n'y a pas sur Festival MIA des programmations assistées ou des playbacks ou des semi-playbacks. Tout se fait en live. Et notre leitmotiv, c'est d'amener les jeunes à faire de la création pure et dure à partir de leur méninge, au lieu d'aller à la facilité de la création avec la machine. Un MIA 2022 qui suit la ligne tracée par les éditions précédentes, à savoir révéler et encourager à travers un concours les meilleurs joueurs de notes du continent, avec une dotation de $1000 par catégorie. La catégorie meilleur percussionniste, la catégorie meilleur bassiste, la catégorie meilleur pianiste et la catégorie meilleure composition 100% live. Verdict attendu le 3 décembre prochain au cours d'une soirée de distinction dite Nuit des orchestres d'Afrique. Cette nuit-là, le festival rend également hommage au musicien béninois Wally Badarou et à la bassiste ivoirienne Manu Gallo. Le festival MIA va pouvoir mettre en avant tout le potentiel du Bénin et tout le potentiel que les instrumentistes pourront quand même nous faire découvrir par ces quelques jours pour pouvoir égayer notre population. Dès le 26 novembre, première soirée de live d'une semaine tout en décibels avec des instrumentistes attendus du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Après la dissolution du Fonds des Arts et de la Culture en Conseil des ministres, une grande rencontre a eu lieu où presque tous les acteurs du secteur artistique ont pris langue avec leur ministre de tutelle. La question récurrente des dettes du fonds dissous vis-à-vis des acteurs culturels a eu sa réponse de la part du ministre Jean-Michel Abimbola avec le président du Conseil national des artistes. On écoute le ministre au micro de Patrick Djossou et Jean Nombime. La transition du fonds d'aide à la culture au fonds des arts à la culture, il y avait eu des dettes. Et jusqu'à là où nous parlons, ces dettes sont restées impayées. Je voudrais très respectueusement vous demander si cette question est toujours d'actualité ou bien c'est du passé. Nous avons déjà fait plusieurs réunions sur, entre guillemets, les anciennes dettes du FAC. Et pour moi, ce dossier est vidé. J'ai fait au moins 2 réunions sur le sujet où on a dit ce qui est considéré comme dette et ce qui ne peut pas être considéré comme dette. À partir de la dissolution du FAC, le liquidateur a l'obligation de faire justement
le discernement pour connaître les dettes, pas seulement les dettes vis-à-vis de vous, mais les dettes vis-à-vis des fournisseurs, les dettes sociales, les dettes fiscales. Donc, y compris les dettes vous concernant. Donc, si des choses sont considérées comme dettes, le liquidateur aura pour charge précisément de liquider ces dettes. Le liquidateur qui est déjà désigné dès le Conseil des ministres n'a pas encore pris service. Il faut que le directeur général du FAC actuel lui passe la main et que lui commence à faire son travail. Il va faire un scanning complet et nous aurons les éléments. Donc on va se revoir ici pour dire, voilà, il a évalué les dettes à temps en ce qui concerne les dettes fiscales, en ce qui concerne les dettes sociales, en ce qui concerne les dettes vis-à-vis des acteurs culturels. Donc on aura tout ce point-là. Donc il n'est pas temps aujourd'hui de faire ce débat-là parce que je n'ai aucune information. Je ne suis pas celui qui gère le FAC. Et même celui qui gère le FAC ne pourrait pas donner cette réponse puisque c'est l'expert comptable qui va venir faire le tri. Donc ce qui sera reconnu comme dette sera payé. La défense de nos valeurs culturelles et cultuelles reste fondamentale dans les principes qu'incarne Daloubé, guérisseur traditionnel et naturothérapeute. Il a organisé le dimanche dernier une cérémonie de purification et de consultation de Fa pour la nouvelle année. C'était à Kokotomé. Une cérémonie riche en bénédictions et sacrifices, nous raconte Gilles Dansou et Ramatou Lawani. Le Pouefa, une tradition depuis des années. Implorer les manes de nos ancêtres pour une nouvelle année apaisée. Des sacrifices avec à chaque étape des significations bien particulières. Le tout converge vers le bonheur. Le signe que le Fa révèle pour 2023 est plein de sens. Le signe qui est sorti pour la consultation que nous avons fait pour cette année, l'année prochaine, c'est Yekou Gouda. Il a expliqué pas mal de choses. Il y aura beaucoup d'accidents. Il y aura beaucoup de noyades. C'est pour cela que nous allons faire le sacrifice qu'il faut faire pour pouvoir éloigner ces mauvais esprits. Il y a de bien qui vient aussi. Il y a l'esprit du lait d'Aïdo Wedo qui est sorti dedans. Et le sacrifice qu'il faut le faire pour qu'il y ait la paix dans le pays. Et sur ce, vous allez voir que c'est des dépenses. Des bœufs, des moutons, des poulets, pour épailler le danger. Des prières dites pour toute la nation béninoise et son chef en particulier. C'est notre devoir et nous sommes en train de faire ça pour aider notre population. Nous sommes en train de faire ça pour aider notre gouvernement. Donc je prie aussi beaucoup pour notre président, son Excellence Patrice Guillaume Talon, pour qu'il reste en bonne santé, longévité, pour pouvoir diriger le pays dans la paix, dans le succès. Et nous exhortons aussi nos gouvernements qui n'ont qu'à venir à notre aide, parce que c'est des dépenses que nous faisons. Une distinction particulière lui est décernée par une ONG de la place. Aussi, la divinité Legba de Godomé est implorée. Des bénédictions et réjouissances populaires ont mis un terme à cette cérémonie. Et pendant ce temps, les fidèles de l'église de Pentecôte de Klokondé dans la Donga prient et sensibilisent les populations sur la paix. L'initiative vise à lutter contre les violences en période électorale. Osenia Deleke. Ces fidèles chrétiens de l'église de Pentecôte, district de Kolokondé, sensibilisent et prient ici pour la paix au Bénin. La jeunesse pour un Bénin sans violence et engagée pour la paix. C'est le thème retenu par les initiateurs pour cette grande croisade. C'est une initiative très louable parce que j'ai vu la population très enthousiaste, une population qui est contente d'entendre et d'écouter tout ce que nous leur avons apporté comme message. La cible choisie est la jeunesse, ce qui n'est pas au hasard pour l'atteinte des résultats escomptés de cette initiative, selon les organisateurs. La cible qui est utilisée, la cible qui est accusée de violence, et c'est la jeunesse. Et pour apporter mon grain de sel à toutes les initiatives du gouvernement, des populations, des autorités, des responsables à divers niveaux, des députés, moi je me suis dit que
je vais cibler une couche très sensible qui est la jeunesse pour les sensibiliser à ne pas répondre à la violence par la violence. J'invite les populations à cultiver la paix pour les élections prochaines. Nous avons été beaucoup touchés par les enseignements qui ont été donnés, surtout aux côtés des jeunes, parce que la jeunesse, c'est elle qui représente ceux qui vont rester demain pour diriger le pays. Cette grande croisade de sensibilisation, de causerie, débat et de prière qui œuvre pour la non-violence au Bénin est à sa première édition. On parle sport à présent, après la victoire de l'Équateur face au Qatar 2-0 en ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Sénégalais et Bataves s'affrontaient dans l'autre match du groupe A. Au thème d'un match très engagé, les Pays-Bas se sont imposés en fin de match 2-0. Les champions d'Afrique chutent. Blaise Adampo pour le point. Donc nous allons prier Dieu, mettre tout dans la main de Dieu. Espérons que maintenant qu'ils vont se réveiller. L'espoir est toujours permis. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 13h.